Bien, chers amis, chers camarades, si vous voulez bien, nous allons commencer notre premier débat de l'après-midi. Je vous remercie d'être venus y assister si nombreux. Je pense que la qualité de nos intervenants n'y est pas pour rien. Alors, vous le savez, le débat de cet après-midi est centré autour du mouvement populaire des Gilets jaunes. C'est en effet le 17 novembre 2018 que cette révolte s'est exprimée pour la première fois. Et je ne pense pas que beaucoup d'entre nous avaient l'idée qu'elle durerait aussi longtemps et qu'elle atteindrait les pics de participation et de popularité qu'elle a obtenus. Pour moi, le moment des Gilets jaunes, disons, il venait après un gros effort que j'avais fait, qui m'avait pris plusieurs années pour publier l'histoire populaire de la France, qui est sorti chez Agone. Et donc, ce livre est sorti donc en septembre. Et le mouvement des Gilets jaunes, donc, comme vous l'avez dit, ça a vraiment démarré en novembre. Donc, j'ai, comment dirais-je, comme je tiens un blog et que j'avais en tête toute une série de choses qui... Les mouvements des Gilets jaunes me rappelaient des expériences du mouvement ouvrier. Puis en même temps, je voyais des différences, etc. Donc j'ai pu réagir assez vite et j'ai bénéficié, vous parliez des médias, c'est-à-dire, et ça c'est très intéressant parce qu'on le retrouve pratiquement dans toutes les grandes luttes populaires de l'histoire de France, la surprise des élites. Toutes les luttes populaires, vous prenez 1848, même la Commune de Paris, voire la Révolution française, ils sont toujours surpris. Hein. Donc ça n'a pas manqué, ils ont été surpris. Et là, moi, j'en ai bénéficié, enfin, en tout cas, mon bouquin, parce que l'effet de surprise a fait, comme j'avais une semaine d'avance, j'allais dire, sur la corporation, ils me sont tombés dessus, ça a permis de faire connaître le livre, mais en même temps, il y a une sorte de tsunami médiatique où ils vous posent toujours les mêmes questions, etc. Enfin, c'est terrible. Mais ça a été, pour moi, utile, justement, pour, y compris à l'intérieur de ma corporation, on y reviendra peut-être, présenter une perspective compréhensive du mouvement, parce que je pense que c'est notre métier. On n'est pas là pour être les porte-paroles de quel ou tel mouvement, mais pour comprendre les raisons d'agir, comme disait Pierre Bourdieu, des gens. Donc c'était ça, moi, qui m'intéressait. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire, donc en montrant un petit peu les liens, le rapport avec ce qui avait pu être fait historiquement. Et du coup, je crois que quand un mouvement social, on lui donne une légitimité historique, c'est très important, parce que ça l'inscrit aussi dans l'histoire. Et donc, on le voit de manière différente que ça pouvait être fait immédiatement dans les médias. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, puisqu'on reviendra sur tout ça, mais ça a été le point de départ pour moi de mon intervention sur le sujet. Deux mots peut-être quand même sur l'originalité de ce mouvement. Oui, alors l'originalité, moi quand j'ai repris ça, parce qu'après donc j'ai fait des entretiens avec le journal Le Monde avec Nicolas Truong. Le premier est paru, il a eu un grand impact parce qu'à un moment les gens se demandaient. Puis après j'en ai fait d'autres qu'ils n'ont pas pu publier. C'est pour ça que j'ai fait ce petit bouquin qui s'appelle Les Gilets jaunes à la lumière de l'histoire. Mais ce qui m'avait frappé quand même, si vous voulez, moi il me semblait, mais ça on peut en discuter, mais qu'au tout début du mouvement, c'était un mouvement qui était original. Moi, ce qui m'avait frappé, si vous voulez, par rapport à l'histoire des luttes sociales, c'est que c'était un mouvement qui finalement n'était pas très massif du point de vue même des gens qui défilaient. Je crois que ça a été 300 000 au maximum, un truc comme ça. Mais il a éclaté en même temps dans une multitude d'endroits, sans parti, sans organisation explicite qui coordonne l'action. Ça, c'était vraiment nouveau par rapport à ce qui avait pu se passer autrefois dans l'histoire du mouvement ouvrier. Alors, c'est ça qui m'a interpellé. Je me dis, quelles sont les instances coordinatrices? Il en faut toujours une, ou alors c'est l'opération du Saint-Esprit. Mais voilà. Et donc, c'est là que en analysant ça, je me suis dit, il y a deux éléments de départ. C'était ce qu'on appelait les réseaux sociaux. Ça a joué un rôle. Mais aussi, et ça, faut pas l'oublier, les chaînes d'infos en continu. Au tout début du mouvement, et je vous renvoie, vous pouvez encore voir la vidéo sur Google, vous avez un journaliste de droite, qui se revendique lui-même comme de droite, qui s'appelle Éric Brunet, qui a mis le gilet jaune la veille du 17 novembre, et qui dit « Allez tous manifester, demain, il y en a marre, on paye trop de taxes », enfin vous voyez, le discours libéral classique.
Et puis, le même, vous le reprenez une semaine après, il dit non, non, c'est trop violent, etc. Et c'est ça qui est génial dans un mouvement social. C'est que même ceux qui veulent, vous voyez, le manipuler, le téléguider, etc., eh bien, voilà, il y a la richesse du mouvement, ce que vous montrez bien parfaitement aussi dans votre film, etc., l'expression multiple, enfin, qui a fait que tous ces gens-là, tous les réacs qui avaient espéré, parce qu'au départ, il y avait quelques personnes qui pouvaient apparaître comme étant de droite, ou petits patrons, etc., eh bien, se sont vite rétractés et ils ont, après, voilà, martelé sur la question de la violence. Donc, c'était ça aussi, cette originalité du mouvement, et qui doit nous interpeller, parce que je pense que c'est effectivement un tournant dans l'histoire des luttes sociales, cette capacité aussi des classes populaires aujourd'hui à utiliser peut-être des nouveaux moyens technologiques, le rapport que ça peut entretenir avec les représentations. Alors, le discrédit des mouvements sociaux, c'est pas nouveau, évidemment, hein, c'est classique. Toutes les luttes sociales sont toujours discréditées par les élites. Ça, c'est une constante. Donc, et en même temps, effectivement, eh bien, un rapport difficile, je dirais, avec, je vois les gens dans mon milieu, dans le milieu universitaire, on n'a pas été très nombreux à avoir ce mouvement d'un œil favorable au départ, j'entends, hein, parce que effectivement il y a un problème là qui s'est créé, il y a une rupture qui s'est créée. Faudrait l'analyser, c'est compliqué, hein, j'ose pas trop entrer tout de suite là-dedans dans le débat, mais moi j'ai vu des collègues, des gens dont je suis proche, qui sont très engagés, par exemple, dans les luttes contre les discriminations. Et qui ont été très sensibles à l'argument de dire ils sont racistes, ils sont antisémites, ils sont homophobes, etc. Alors même que c'était des voix totalement marginales, mais qui étaient mises en avant, comme le font toujours les médias. La violence, on voyait les... Alors là, c'était pour discréditer le mouvement. Ben non, ils n'ont pas eu ce type de réflexe qu'ils ont d'habitude. Et là, c'est quand même un des problèmes qui se posent à la société française aujourd'hui, c'est quand même, au sein des classes populaires, il y a des difficultés à réunir des gens qui devraient militer ensemble, devraient être engagés dans le même mouvement et qui peuvent avoir des réticences. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est peut-être au niveau autocritique, je dirais, c'est peut-être la question principale que je me poserais par rapport à ce mouvement. En même temps, puis je m'arrêterai là pour le moment, il y a un truc très positif qui s'est passé. Et souvent, les trucs positifs, on vous en parle pas dans les médias. Donc c'est pour ça c'est que ce mouvement des Gilets jaunes, étant donné qu'ils avaient quand même une logique, on ne veut pas de représentants, hein, ça a été le leitmotiv, etc. Parce qu'évidemment, pour eux, la droite, la gauche, quand ils voient le résultat, ils se disent ça veut dire la même chose. Mais ça a concerné aussi les intellectuels. Donc, dans le milieu, disons, intellectuel, au sens, disons, universitaire du terme, on n'a pas eu un Sartre haranguant les prolos voilà. On n'a pas eu un Bourdieu qui en 95 intervenait, vous savez, pour les cheminots, etc. Voilà, parce qu'il y a eu un sentiment de réserve qu'on a tous éprouvé en disant, bon, il vaut mieux se tenir un petit peu en réserve, mais en même temps, il y a un travail qui se fait aujourd'hui encore. C'est-à-dire, un certain nombre de collègues, de chercheurs, travaillent au jour le jour aujourd'hui avec des groupes de Gilets jaunes pour un travail de fond, pour un travail qui devrait être le nôtre, c'est-à-dire donner des outils aux militants, pour les aider dans leur lutte, pas parler à leur place, mais leur donner des outils dans leur lutte. Et ça se fait. Il y a un réseau, il y a une liste de diffusion, il y a un travail qui se fait. Et c'est ça, moi, qui me rend peut-être le plus optimiste. Ça ne va pas déboucher du jour au lendemain, mais il y a un mouvement comme ça qui est en train de se faire et qui, je crois, apportera des transformations importantes, y compris dans les relations entre les classes populaires et puis les milieux, disons, intellectuels. Merci Gérard. Non, enfin, les questions dites, je vais pas avoir le monopole du savoir sur qui sont les gilets jaunes, mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'a touché dès le début, et je pense que pour ceux qui sont allés sur les ronds-points, ont vécu les mêmes choses, c'est que tout d'un coup, on a vu des gens qu'on n'avait jamais vus auparavant, et qui relevaient la tête. Et moi, je retiens ça. Si on part tous les deux pour faire ce film, c'est parce qu'on a ressenti aussi chacun cette impression de voir des gens nouveaux et des gens qui tout d'un coup étaient fiers de se révolter, de relever la tête. Et ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Et c'est ce qui, moi, me donne envie de faire le film, parce que finalement, vous voyez bien, moi j'habite en Haute-Savoie. Donc, quand on va aux manifestations, c'est à Annecy. Pour ceux qui connaissent Annecy, quand ce sont des périodes d'étiage au niveau des manifestations, on se connaît tous. Et là, tout d'un coup, on voyait sur les ronds-points des nouvelles têtes et des gens qui étaient heureux. Et moi, je garde cette image en tête. Et donc, du coup, c'est ce qui donne envie, en se disant, tiens, on attendait ça depuis un moment. Il y a des gens, les pauvres, d'habitude, on se dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils se révoltent pas? Pourquoi ils sont pas là? Et tout. Et donc, du coup, moi, tout naturellement, je me dis, il faut aller voir ce qui se passe.
Et parallèlement à ça, effectivement, j'entends des discours de la part de représentants politiques qui sont dans notre camp qui disent non, jamais, les fachos, les trucs comme ça. Là, tu te dis merde, la boulette, quoi. Et donc, on perd du temps avec ça. Donc, du coup, nous, on part assez spontanément à la rencontre de ces gens en se disant, tiens, on va aller voir ce qui se raconte. Et effectivement, tu parlais du départ du mouvement qui était sur la question de la taxe sur le gasoil. Mais nous, quand on part tout début décembre. Donc 15 jours après, on n'a jamais entendu parler de la taxe sur le gasoil. Les revendications étaient dans la discussion étaient déjà passées sur la question de l'impôt sur la fortune, la répartition des richesses, la cotisation sociale. Il y avait à chaque fois qu'on lisait les revendications, il y avait un chapitre sur l'environnement. Et finalement, on se retrouve avec un truc où tu t'y retrouves tout à fait, quoi. Alors, je dis pas que tout est formidable, tout est génial, mais en même temps, tu te rends compte que, enfin, moi, ce qui m'a fait du bien en allant tourner, je pense que c'est pareil pour François, c'est que finalement, tous ces gens qui n'avaient jamais rien dit, qui rejettent les syndicats, qui rejettent la politique, quand ils se mettent ensemble pour discuter, de quoi ils discutent, c'est de savoir comment vivre ensemble. Donc, ils font de la politique. Et vers quelle politique ils se tournent? Comme il y en a beaucoup qui sont quand même dans le besoin, finalement, ils se tournent vers une politique du partage, de l'organisation collective, de mettre des règles, de taxer les riches, de privilégier certains services et pas le laisser au privé. Enfin, et donc, du coup, c'était hyper rassurant. Et en plus, on tourne dans un esprit qui était quand même, on a toujours été bien accueillis malgré la présence d'un député à côté de moi, qui aurait pu être un handicap. Mais et donc du coup on est revenu, on était super content d'avoir vu ça, quoi, parce que naturellement les gens quand ils se mettent ensemble, ils vont plutôt sur nos thèmes. Et du coup avec beaucoup plus de regret de se dire merde, pourquoi la gauche parisienne n'a pas embrayé dès le début, et c'est vraiment avec regret, quoi. Parce que voilà, quand je dis gauche parisienne, c'est juste parce que moi j'ai la chance d'habiter dans un village où on pense pas tous la même chose, et je pense que si on avait habité sur Paris, peut-être François et moi, on n'aurait pas fait le film, parce qu'on aurait été enfermés dans nos chapelles c'est beaucoup plus communautaire au niveau politique, et donc du coup on aurait peut-être eu moins d'avis divergents. Quand on habite dans des villages paumés, des trucs comme ça, les voisins peut-être qu'ils votent Front National, mais est-ce que c'est du racisme, est-ce que c'est des fachos, c'est compliqué. Mais en tout cas, on côtoie des gens, et tout d'un coup, moi j'ai vu des gens que, pour moi, jamais j'aurais imaginé qu'ils aillent manifester pour quoi que ce soit, et tout d'un coup, je les vois partir sur les ronds-points. Et donc, du coup, c'est là que tu dis, putain, mais là, il faut y aller, quoi. Et c'est vrai que sur Paris, effectivement, moi je vois bien mes copains qui pensent à peu près comme moi, qui vivent sur Paris. Au début, quand j'ai dit on va aller sur ces trucs-là, on était limite rouge-brun, et puis on allait voir, c'était flippant, quoi. Et du coup, ça fait vraiment poser des questions. Est-ce que c'est moi qui me plante? Est-ce qu'on est à côté de la plaque? Et je comprends le fait qu'on vive beaucoup plus en vase clos quand on est plus nombreux, et que du coup on arrive à se retrouver dans des communautés politiques où on pense un peu, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais on est peut-être moins perméable à des visions de la société différentes, puis surtout à des gens qui ne sont pas politisés, quoi. Et là, c'était ça aussi. C'est bien de ce côté-là qu'il va falloir aller chercher les gens. On va pas trop essayer de rattraper les macronistes. Je crois que là, c'est foutu, quoi. Ah. Merci, Gilles. Sur la suite, moi je crois qu'elle est en rouge, vert, jaune. Elle n'est pas strictement en jaune. Je pense que si chacun reste dans son couloir, on est cuit. Mais pour revenir sur le passé, moi j'étais sur les ronds-points dès le 17 novembre. J'avais dit j'irai voir. En tout cas, ce que j'ai vu d'emblée, je te remercie pour l'honnêteté de ta présentation au départ, c'est-à-dire ce que je m'attendais à voir, c'est-à-dire un snobisme de la gauche qui se retire sur son mont Aventin et qui sait mieux que le peuple ce que veut le peuple et ce que pense le peuple. Et donc d'avance, je voyais circuler, mais même avant l'intervention de Martinez, sur les réseaux sociaux, et y compris provenant d'un certain nombre de copains, des trucs sur je n'irai pas, manif de fachos et ainsi de suite. Et bien moi simplement j'ai dit j'irai voir. J'irai voir ce qui se raconte le 17 novembre. Je me fais pas d'illusions. C'est le bazar dans la France. C'est le bazar dans les têtes de la France. Mais si vous partez pas de ce point de départ-là et que vous attendez que le truc il soit bien clair, bien net, et que ça soit service public, justice sociale et machin et tout ça, vous faites jamais rien. Moi, je pense que le 14 juillet 1789, faut en discuter avec Gérard Noiriel, mais je pense que le 14 juillet 1789, si on allait demander aux gens ce qu'ils pensent, c'était un peu le bazar. Et il y avait peut-être des réacs au milieu du truc ou des trucs un peu bizarres.
Voilà, mais oui, bien sûr, la prise à Bastille, c'est vrai que je rappelle toujours que la République a été fondée sur un événement violent. En fait, tous les jours, toutes les semaines, le 14 juillet, un événement violent. Mais donc d'abord, allez voir. Tu as dit hors parti. Je vais le dire franchement, il y a des moments où j'ai été fier d'être à la France Insoumise. Pourquoi ? Parce que Jean-Luc Mélenchon, partant d'un autre point, c'est-à-dire d'un point plus théorique sur la révolution citoyenne et des choses comme ça, a été très vite convaincu qu'il fallait en être le 17. Il faut le dire. Quand il y a des bons réflexes, il faut le dire. Parce que c'est ce qui nous a permis, je le dis, moi, à ce moment-là, je peux avoir des doutes sur l'appartenance à un groupe, parce que j'ai ma trajectoire à moi qui fait que l'appartenance à un groupe ne va pas de soi. Mais d'appartenir au groupe parlementaire La France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon nous a permis évidemment de peser sur l'orientation. Et de peser sur le fait que la France Insoumise se rattache rapidement à ce mouvement. En tout cas, ne s'en dissocie pas. Et je dis l'importance de ce réflexe à ce moment-là, parce qu'il pouvait y avoir une coupure définitive entre la gauche et le peuple. Et je pense que c'est pas qu'on a rabiboché tout ça, mais le pire a été évité. Ça veut pas dire que c'est génial, mais le pire a été évité. Le pire serait été d'avoir le même réflexe que, et je suis syndiqué à la CGT, mais ça aurait été d'avoir le même réflexe que Philippe Martinez. Et vous tuez la gauche. C'est tout. On n'en parle plus, c'est fini dans le peuple. Alors, que dire à partir de ça ? D'abord, sur les revendications, elles sont pas claires. Elles se clarifient au fur et à mesure des semaines. Mais il faut le dire avec honnêteté si on analyse le mouvement. Elles se clarifient aussi au fur et à mesure des semaines parce que peut-être que ce sont plus les mêmes qui sont dans le mouvement. Et ça, il faut le dire. La présence massive, le premier jour, le 17 novembre, si on avait eu des remontées du terrain, enfin moi j'ai jamais vu ça dans mon coin, j'ai un rond-point à flics secours, 2 ronds-points à flics secours, j'en ai 2 à Abbeville, j'en ai partout autour d'Amiens et ainsi de suite, je pense que ce jour-là on est peut-être à 1 million de personnes dans la rue. J'en sais rien, enfin, à vue d'œil, mais c'était une présence tout à fait massive et impressionnante. Et donc le mouvement social n'est pas le même au départ et à l'arrivée. Il n'est pas le même en termes de masse, et il n'est pas le même parce que les premiers qui ont dit « nous ne voulons pas en être » ont ensuite rejoint le mouvement et ont porté le gilet jaune. Mais voilà, c'est ça aussi qui se passe si on se le dit en toute honnêteté. Moi je vois dans les revendications et dans l'avancée du mouvement comme des couches géologiques successives. Ça part du gasoil, mais dès le 17 novembre, on n'est plus sur le gasoil. Dès le 17 novembre, on est sur le social. On est sur les allocations pour les personnes handicapées, on est sur les contrats emploi solidarité, on est sur tout ça. Ensuite, vient, mais c'est presque là déjà, une revendication fiscale. Et moi, je pèse pour dire, et ce qui va se traduire ensuite, les gens ne veulent pas moins d'impôts, ils veulent un impôt plus juste. Moi, j'ai en tête cette donnée que je vous rappelle, mais en 1985, l'impôt sur les sociétés, c'est 50% des bénéfices. Aujourd'hui, on est passé à 23% taux affiché. Pour les multinationales, on est à 9%. Donc, il y a ce qui n'est plus pris de ce côté-là est pris d'un autre côté. Il est pris du côté de la TVA et il est pris du côté des impôts locaux. C'est-à-dire un glissement vers des impôts qui sont beaucoup plus injustes. Et ça, les gens le sentent. Bon. Ensuite, je pense qu'il y a des revendications, on va dire, face à l'injustice, c'est les déclarations de Macron qui mettent le feu aux poudres. De dire, mais on peut pas nous traiter comme ça. Il y a de l'orgueil. Il y a une réaction d'orgueil. On peut pas nous dire à traverser la rue. Bah vas-y, traverse-la la rue. Et l'orgueil, la politique se fait sans doute sur des bases matérialistes, mais je crois qu'elle se fait aussi sur des bases spirituelles. Et l'orgueil fait partie de réflexes populaires on va pas se laisser marcher dessus. Je pense qu'ensuite il y a une revendication évidemment démocratique. Et j'en viens à penser maintenant qu'au fond, il y a une revendication métaphysique. Chez les Gilets jaunes. Bon, alors, je vois Gérard qui fait des grands trucs parce que... Non. Je pense que foncièrement, aujourd'hui, les gens se posent des questions sur le sens de notre société, sur le sens de l'existence dans notre société, sur le sens du travail, sur est-ce que c'est la croissance parce qu'on va y arriver, où est le bonheur. Je pense que c'est quelque chose qui est là, en germination, dans le monde, mais ça l'est chez les militants, mais ceux qui sont sortis, c'est Régis Debray qui parlait des exigeants.
des gens qui sont les plus exigeants sur le plan moral. Mais ceux qui sont sortis aussi le 17 novembre, c'était parce qu'ils avaient une exigence en eux d'un autre chose. Voilà, c'est ça que j'entends par métaphysique. Je pense que il se pose la question quand on se rassemble sur des cabanes pendant des semaines et qu'on reconstruit le petit lien qui n'existe plus au bistrot et tout ça, c'est qu'il y a quelque chose d'autre que simplement voir augmenter son allocation ou son salaire. Il y a ça, il y a une base matérielle, mais je crois vraiment qu'en dessous, il y a une base spirituelle. Je m'arrête sur un point qui est, pour moi, les Gilets jaunes ont malheureusement été la traduction à nouveau d'un divorce. Je pense qu'on peut parvenir au pouvoir dans ce pays seulement en résolvant un double divorce qu'on a face à nous. Quel est ce double divorce ? Je peux faire un historique. J'aimerais bien qu'un jour Gérard Noiriel me le valide, donc je vais le faire rapidement. Mais bon, non, je vais pas le faire. Mais je crois que les grands moments dans la gauche française, les grands moments de progrès, ce sont les moments où on parvient à unir deux cœurs sociologiques. On va dire les profs et les prolos, en clair. C'est-à-dire les petits intellectuels et les classes populaires. Et pour moi, le fait marquant des 30 dernières années, c'est un divorce économique, un divorce social et de facto un divorce politique entre les classes populaires et les petits intellectuels, je ne sais pas comment vous appelez ça, la classe cultivée et ainsi de suite, qui a fait des études. Bon, voilà. Et les Gilets jaunes ont malheureusement été un nouveau temps de cette traduction. J'espérais une résorption de cette fracture. Parce que 2005 avait marqué cette fracture. 2005, c'est 80% des ouvriers qui votent pour le non. C'est 71% des employés. C'est 67% des chômeurs. Mais c'est en revanche 56% des cadres, et 54% des profs qui votent pour le oui. Donc il y a là, quand on regarde les sondages sur les Gilets jaunes, on a à nouveau affaire à cette fracture-là sur qui soutient entre les classes populaires donc là il y a un premier divorce, et le deuxième divorce il s'est vu, c'est que le mouvement a été très vif dans les campagnes, les quartiers n'ont pas embrayé, et donc on a un problème interne pour moi aux classes populaires, qui est un divorce entre les classes populaires des campagnes et les classes populaires des quartiers, et je pense qu'on ne parviendra à avoir un bloc historique à même de prendre le pouvoir que si pour faire face à l'oligarchie, quoi, en bref, que si jamais on arrive à résoudre ces divorces internes à notre camp. Voilà, je vous remercie. Moi, j'ai fait moins de ronds-points que François et Gilles. J'en ai fait 20-25. Je suis allé à Montpellier, je suis allé à Avignon, à Romans, du côté de Metz, du côté de Dossel, dans les Vosges. Je suis allé à Chartres, Dreux, à Élancourt, à Lorient et quelques autres que j'oublie en ce moment. Mes flashs les plus importants, c'est à Avignon, une femme d'une trentaine d'années, aide-soignante, qui me dit « Moi, j'avais jamais fait de politique ni de syndicalisme. J'ai plus appris en 3 semaines qu'en 30 ans de ma vie. » Et tous ces gens ont évolué à une vitesse bousculée par tous les événements de façon étonnante, mais normale. Ça se passait déjà comme ça en mai 68. Parce qu'en mai 68, les gens qui rentraient dans le mouvement, 3 semaines après, ils faisaient de la politique comme s'ils en avaient fait depuis des années et des années. J'ai vu du côté de Reims, à côté de Châlons, un gars, il avait plus de bites que moi, il avait 55 berges, j'ai été plus jeune. Il travaillait dans la Luzerne. Et la Luzerne à Châlons, pour ceux qui connaissent, ça sent dans toute la ville quand il y a une campagne de Luzerne. Et il me dit, mais moi aussi, j'ai jamais fait de politique. C'était le leitmotiv. Et il dit, maintenant, j'en fais jusqu'à 11h du soir. Je réponds à tous les mails. Alors, je me suis engueulé avec ma femme. Alors, je lui ai dit, t'as qu'à en faire aussi. Eh ben, l'en fait aussi. Donc, tous les soirs, on répond jusqu'à 11h du soir. Et le gars n'avait été pareil. Ni syndiqué, ni dans un parti, ni rien. Une fois, il me dit, j'ai voté pour monsieur Berthiaud. C'était le gars qui était à la mairie de Châlons. C'était mon pote, il était à côté de moi, mais il ne le connaissait pas. C'est la seule fois de ma vie où j'ai voté. Ensuite, j'ai vu, c'était à Lorient. C'était la dame qui m'accueille. Elle m'avait fait venir, elle m'a fait faire 14h jusqu'à 23h. Il y avait 50 sur le rond-point toute l'après-midi. Il y avait 150 environ vers 17h. Puis après, c'était en ville. Alors, il y avait 250. Elle est venue me chercher à la gare parce qu'elle me dit, je veux parler plus longtemps avec vous. Moi, même chose, j'ai jamais fait de politique. Elle avait 61 ans. Elle était assistante sociale. Elle était catholique, elle me l'a dit 10 fois.
Et elle était l'aînée d'une famille de 11 enfants. Je lui dis, mais elle me dit, on va toutes les semaines à Paris. Je dis, quoi? De Lorient? Elle me dit, on loue un car, on est 25. Alors, c'est pas toujours les mêmes, mais on était au Fouquet's. Je dis, vous étiez au Fouquet's? Alors, je lui dis, mais comment vous faites? Vous respirez? Ah bah oui, on respire, mais vous avez des ennuis. Ah non, parce qu'on se tient. Alors, on se lâche pas. Donc, on est 25 au départ, on est 25 à l'arrivée. On résiste à tout, on se lâche pas. Alors, c'est pas toujours les mêmes, mais on continue, on y retournera. Et après, c'était Elancourt. Elancourt, c'est un meeting avec 500 personnes. Alors, c'était un stade. Alors, de chaque côté, il y en avait 250. Et c'est pas facile de parler à un stade vide avec 250. On a commencé, il y avait Lucilia. Voilà. Et elle était là. Puis ensuite, après, les questions. Les questions, c'était quid de la pension de réversion? Qu'est-ce que c'est un délégué du personnel? Pourquoi on n'a pas ce droit-là dans mon usine? Pourquoi celui-ci, il a eu là? Ça a duré de 20h à minuit et demi. Minuit, il n'y a pas une personne. Voilà. Dans les meetings, quand vous faites un meeting avec 500 personnes pendant 4 heures, les gens s'en vont. Non, la personne n'est partie. Tout le monde voulait apprendre pendant l'ensemble de la réunion. Puis après, j'ai dû faire 9 fois la projection de Gilles Perret et de François Ruffin. J'ai vu des gens en larmes, j'ai vu des gens applaudir, j'ai vu des gens debout, parce que c'était leur vie quoi, qui passait là. Moi, j'en ai tiré une conclusion, c'est qu'en fait, j'étais gilet jaune depuis que j'étais tout petit. Je ne le savais pas jusque-là. Mon père aussi devait être gilet jaune, il avait son bleu de travail, il n'avait pas de ceinture, il mettait sa ficelle, mais je savais que c'était nous. Et je savais pourquoi ils se mettaient tous en mouvement de cette façon-là. Parce que dans les années précédentes, tous les mouvements syndicaux, il ne faut pas jeter la pierre aux organisations syndicales. Il faut jeter la pierre au fait qu'on n'a pas créé le rapport de force suffisant à la fois pour bousculer Hollande et renverser les lois El Khomri. Si on l'avait fait, beaucoup de choses auraient changé. Mais comme on ne gagnait pas, ces gens se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera plus. Et d'un certain point de vue, c'est un coup de pied au derrière de ceux qui n'ont pas gagné avant. Mais en même temps, c'est un espoir pour nous absolument fantastique que le bas, alors je ne dis pas dire le bas, la partie la plus exploitée du salariat se mette en mouvement. Alors la partie au supérieur, elle n'a pas bougé. La partie intermédiaire, elle a eu des sympathies. Et la question est comment la jonction, puisque tu parlais de ça, Marinette, peut se faire entre tout ça. Mais moi, quand c'était le 23 novembre, j'ai dit à mes amis, c'est une situation pré-révolutionnaire. Alors ils m'ont engueulé, ils m'ont dit tu dis ça tout le temps. Je dis oui parce que je l'espère tout le temps. Et que face à Macron, c'est ce genre de choses qu'il faut avoir. Parce que si on n'a pas ce genre de choses généralisées, on ne gagne pas face à Macron. Et si on n'a pas ce genre de choses, on ne pousse pas non plus à l'unité de la gauche. Parce qu'elle ne se fera pas sans qu'il y ait une pression très forte du mouvement social. Et donc on avait là, tout le début, on l'a encore. Moi je dis que quand Macron dit cet été, c'est pas fini, et il est maître en la matière. Si Macron lui-même dit c'est pas fini, c'est faut l'écouter. C'est qu'il y a des racines pour que ça continue. Et les racines pour que ça continue, elles ont été dans 3 réunions dont on parle pas assez. La première, c'est celle c'était Commercy. La deuxième, celle de Saint-Nazaire. Et la troisième, celle de Monceau-les-Mines. Et il y aura la 4e à Montpellier, là, bientôt. Moi, je sais que j'ai lu l'article dans Le Monde parce que je pouvais pas être à Monceau-les-Mines. Et j'ai lu le texte qu'ils ont adopté. Mais enfin, si ces gens-là étaient comme l'aide-soignante du début à Avignon, ce texte est anticapitaliste du bout jusqu'à l'autre. Il fait un programme qui pourrait être celui de la gauche unie. Il touche à toutes les revendications sur la réduction du temps de travail, sur les retraites, sur la répartition des richesses, sur la réforme fiscale, sur l'ISF, à peu près tout. Il parle des hôpitaux, il parle de tout, ce texte. Donc, quelque part, il y a une maturation où c'est la partie la plus exploitée du salariat, c'est rare dans l'histoire, qui prend le devant. Alors, c'est pas nouveau, ça, je sais ça, parce que si vous analysez, on pourrait jamais le faire, puis c'était une autre société. Mais ceux qui ont fait tomber le tsar en 17, quand ils sont sortis du quartier de Viborg, qu'ils ont traversé la Neva qui était gelée, ils ont pu le faire parce que le fleuve était gelé, parce que sur les ponts, ils se faisaient tirer. Mais ces gens-là, ils étaient tous gilets jaunes. T'avais une société 90% analphabète et 90% antisémite à l'époque. Il n'y a jamais de révolution pure. Les gens viennent avec leur motivation et apprennent en cours de route. Et quand ils apprennent les uns les autres, ceux qui ont peur, ils n'ont pas de raison. Enfin, nous, on n'a aucune raison d'avoir peur. Parce qu'on doit avoir confiance dans notre propre classe sociale. Et c'est quand notre propre classe sociale se met en mouvement, le résultat, il ne peut être que bon pour nous.
Et évidemment, faut être avec elle, faut pas lui dire dès le premier jour, vous êtes des fachos, etc. Ça fut une erreur grave. Je partage ça. Mais ça a quand même été rattrapé un peu après. Hein. Après, maintenant, on parle effectivement du mélange des couleurs. Je voudrais juste dire, moi, cet été, par le hasard, il est là, l'éditeur, mais ils m'ont fait éditer, faire une préface à un livre sur la Révolution française qui est de Pierre Kropotkin. Alors je l'avais lu il y a 40 ans, j'avais oublié, mais ce livre est fantastique. C'est pas un livre sur le tiers-état, c'est un livre sur le quart-état. Et il explique comment, pendant toute la Révolution française, les conventionnels inclus étaient poussés. Il décrit les sectionnaires de Paris. Alors il le fait d'après les archives de Londres, parce que Kropotkin était à Londres et les Anglais avaient piqué toutes les archives à Napoléon en 1815. Mais à partir de là, il donne des éléments sur la poussée de la base et la façon dont elle s'est opérée. Mais ceux de 1788 étaient des gilets jaunes. Et ce mouvement-là était quelque chose qui parcourt absolument... Moi, j'ai tellement lu avec... contentement ton livre, on le voit courir, et que nous avons donc là quelque chose d'énorme pour nous autres, à condition qu'on soit à la hauteur. Parce que la hauteur, c'est plus la question des groupes, François, c'est quand même la question de l'unité de la gauche. Je pense qu'aujourd'hui, les partis de gauche qui sont pas pour l'unité sont criminels quelque part. Parce que s'il n'y a pas une réponse qui soit un enjeu, là, on a Macron, si on bat pas Macron, on aura Le Pen. Et la course de vitesse est engagée. Macron amène Le Pen. Et s'il n'y a pas une issue en face, tout ça peut être parfaitement gaspillé. Et pour que ça soit pas gaspillé, il faut l'unité de la gauche. Il faut prendre les moyens pour. C'est une question vitale. Il faut se mettre autour d'une table. Il faut faire un comité de liaison de toutes les partis de gauche. Il faut obliger les plus réticents à y venir, avoir l'honnêteté de dire on va travailler ensemble. Et pas croire que l'un va passer par-dessus l'autre. Parce que sinon, on n'aura pas la réponse, ni pour les gilets jaunes, ni pour les couches supérieures du salariat, pour qu'elles se battent ensemble et qu'on gagne dans la course de vitesse qui est engagée contre Macron. De manière plus générale, puisque moi je suis à Amiens et que j'essaye de mener une liste d'union, et je vais le dire y compris avec le Parti Socialiste, je pourrais revenir sur cette question-là, sur Amiens, je pense que, en revanche, je dis tout de suite, la campagne, il ne faudra pas qu'elle se fasse sur le thème de « on vous promet la vie en rose à Amiens ». Parce que les outils dont dispose un maire et une agglo sont quand même limités, en plus dans un contexte de restriction budgétaire. Donc juste, je positionne ce truc-là. Moi, j'ai fait campagne en disant à mes électeurs que je leur mettais rien du tout, sinon de me tenir droit pour eux. Donc voilà, donc je pose cette limite-là. Ensuite, monsieur, vous dites, on n'a pas vocation à mettre des remparts entre les classes, quoi. Moi, je suis pas là pour mettre des remparts. Mais si on veut dépasser des murs, ça suppose de savoir qu'aujourd'hui ils existent. Qu'ils existent sur les conditions matérielles d'existence, et peut-être qu'ils existent aussi sur le fait que Todd parle grosso modo du fait qu'aujourd'hui, parce qu'il y a grosso modo 20% d'éduqués du supérieur dans la population, ils parviennent à vivre entre eux et à se désolidariser des classes populaires comme ça s'était jamais produit auparavant. Donc ça veut dire que, et ce sont ces 20%-là qui détiennent les manettes de l'État, dans les partis, et y compris dans les partis de gauche, et dans pas mal de syndicats qui disposent d'un certain nombre de leviers. Donc tout ça crée une situation où, en effet, cette classe diplômée du supérieur, et moi, que les choses soient bien claires, je l'ai dit, il n'y a de grandes victoires de la gauche, il y a de grands moments de progrès, que dans les moments où il y a jonction. Ça veut pas dire des unions, des épousailles et ainsi de suite. Je dis mai 68, c'est le mai 68 ouvrier et le mai 68 étudiant. Ils se marient pas, mais ça donne la spécificité du mai 68 français. Le Front populaire, pour moi, c'est les prolos qui veulent les 40 heures et les congés payés, mais c'est les intellos qui disent non au fascisme. En bref, hein, pour faire bref. Bon, la Révolution française, c'est le tiers-état, mais représenté par les avocats et quelques propriétaires terriens dans l'hémicycle. Et c'est à l'extérieur le peuple de Paris qui fait le 14 juillet et le peuple des campagnes qui fait la grande peur. Et ils se marient pas. Mais le grand mouvement de la Révolution française, ce sont 6 ans où il va y avoir des jonctions, des oppositions et ainsi de suite, des conflits de classe et internes à ce qui va être appelé le tiers-état. Donc moi, je dis pas du tout que je suis favorable à aller vers l'union de ça, vers trouver le chemin qui permet de se rassembler. Maintenant, on peut pas en faire une profession de foi, un catéchisme de manière abstraite. Ça suppose de regarder que aujourd'hui, en effet, la mondialisation a tracé comme un fil à couper le beurre entre les vainqueurs et les vaincus.
les vaincus de la mondialisation, bah, ça va être les ouvriers, employés, les classes populaires, dont on demande au salaire de stagner, voire de diminuer depuis 30 ans maintenant, où le chômage est devenu une peur permanente. Mais quand on n'est pas frappé soi, on a quelqu'un de sa famille qui est frappé et on se demande comment nos enfants vont rentrer sur le marché du travail, et des classes intermédiaires où quand on regarde le taux de chômage, il stagne grosso modo à 5%, ce qui donne un rapport complètement différent au marché du travail, à l'emploi et ainsi de suite. Donc voilà, juste moi, si on veut aller vers une jonction de ça, ça suppose de regarder aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans ce qui peut séparer la classe des intellectuels, les gens des éduqués du supérieur, des classes populaires, et sans doute des classes populaires des campagnes et des classes populaires des quartiers. C'est pas pour entériner une division, mais c'est qu'on ne peut pas passer par-dessus une division juste avec des grands mots. Il faut la constater, il faut la voir, il faut avoir un diagnostic qui soit pesé avant de passer par-dessus, de mon point de vue. Ensuite, je fais juste l'union. Alors, je l'ai dit, j'en ai donné l'exemple dans la première circonscription de la Somme à l'occasion des élections législatives, et je vais essayer. Maintenant, il faut voir que le fonctionnement des partis, c'est quand même chiant. Non, mais voilà. Enfin voilà, ça nous pète les burnes quand même des fois. Enfin voilà, je veux dire, moi heureusement j'ai quelqu'un qui va négocier pour moi et qui va les voir, mais c'est d'une mesquinerie. C'est des heures de réunion, mais voilà, mais pour arriver à la mode de désignation de machin, le truc, mais de l'enculage de mouches, c'est infernal. Donc je veux dire, heureusement qu'il y a les gilets jaunes et compagnie pour venir dire, mettre de l'air dans tout ça et venir secouer le bazar, quoi. Donc, je l'ai dit à Toulouse, à la fois à l'université de la France Insoumise et à l'université des Verts. Moi, je suis pour un grand front populaire écologique. Et je repars de ce qui s'est passé au moment du Front populaire. Au moment du Front populaire, il y a eu l'unité parce que les gens l'ont voulu. C'est pas parti du haut. Le 12 février 1934, c'est la base qui, dans les manifestations CGT, CGTU, communistes et socialistes, demande à ce qu'il y ait un rapprochement et fondent une manif commune au cri de unité, unité, unité. S'il n'y a pas une forte pression de la base, les logiques partidaires domineront et on sera sur une série de candidatures parallèles pour les élections présidentielles. Il y aura les logiques identitaires domineront dans les différentes organisations. C'est ce que je redoute. Maintenant, pour qu'on dépasse ça, eh ben, il faut qu'il y ait quelque chose qui dise arrêtez de faire les cons. Il faut le dire de manière... Et je dis, alors là, j'ai dit pas le PS. Vous voyez, c'est moi qui ai dit nous ne voterons plus PS. Hein. Maintenant, la question est posée, est-ce qu'ils tiennent les manettes ou est-ce que c'est nous qui les tenons? Moi, si jamais c'est le PS qui tient les manettes, c'est non. Mais ils sont plus en état de tenir les manettes. Et donc, que les choses soient claires, moi je suis pour m'allier quand je suis fort. Aujourd'hui, c'est pas le PS qui tient les manettes, donc il y a la possibilité de négocier autre chose. Et je rappelle que dans le Front populaire, il y avait les radicaux. Il y avait les radicaux, à la demande de Maurice Thorez, parce qu'il pensait qu'il fallait aller chercher l'aile du centre-gauche et ainsi de suite. Et donc il y a eu les radicaux. Donc je pense que les socialistes, je l'ai dit, les socialistes c'est les nouveaux radicaux. On disait des radicaux, rose à l'extérieur, c'est comme les radis, rose à l'extérieur, blanc à l'intérieur et toujours près de l'assiette au beurre. Donc, voilà, donc je suis moi favorable, je le dis, je le répète ici, à un grand front populaire écologique qui vienne casser les barrières entre les partis, mais ça ne se produira que s'il y a une demande, pour moi une exigence sociale puissante qui monte d'en bas. Et je dois partir pour un autre débat sur écologie et lutte des classes. Donc voilà. Mais pour moi, évidemment, les Gilets jaunes sont une expression de la lutte des classes. Il n'y a pas de doute pour moi. Mais merci aux deux Gérard pour leurs travaux respectifs. Voilà. Et leur courage. Moi, j'étais d'accord pratiquement avec tout ce qui a été dit. Donc, c'est pas la peine que je tienne longtemps le micro. Mais disons que je suis convaincu aussi, comme François le disait tout à l'heure, que c'est ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire le rapport de force qu'on est capable de créer qui fait changer les politiques. L'exemple
du front antifasciste est éclairant là-dessus, mais on pourra en donner des multiples. On voit très bien que la période, ce que montre par exemple le bouquin de Thomas Piketty, ce Capital au XXIe siècle, c'est-à-dire l'époque où la réduction des inégalités était la plus importante, c'est aussi l'époque où il y a eu le plus de lutte sociale. Donc ça, c'est une base que tout le monde devrait avoir en tête, parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux, etc., beaucoup de gens croient que la politique, c'est du langage. Hein. On a des petites phrases. Alors les médias, évidemment, nous encouragent là-dessus. Mais c'est pas ça le fond. Le fond, c'est justement ce qui se passe dans la société, les capacités de créer des alliances. Et tout ce qui a été dit sur les formes de division, effectivement, elles existent. Il y a des divisions qui existent, qui sont encouragées, qui sont institutionnalisés même, hein, et au sein même de ce que peut-être François Ruffin présentait comme un bloc trop homogène, à mon avis, le monde des classes moyennes, si vous voulez, des enseignants, etc., il est lui-même très divisé. Il n'y a pas de, voilà, il y a des gens qui sont dans la précarité aussi, et bon. Donc c'est ça qui rend les choses difficiles. Et ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport finalement aux formes d'aide qu'on peut apporter quand on est étiqueté comme intellectuel. Moi, j'aime pas ce mot, hein, parce que Finkielkraut est considéré comme un intellectuel. Alors, c'est pas ça. Voilà, Zemmour aussi, etc. Bref, moi, je préfère dire comme un enseignant-chercheur. Ça, c'est mon vrai statut, hein, d'enseignant-chercheur. Eh bien, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose, parce qu'il y a dans la société des gens qui nous voient d'un mauvais œil. Je le disais en commençant sous forme de boutade, mais avec de bonnes raisons. Et ce qui est vrai, moi j'ai aussi un peu tiqué, je dirais, par rapport à ce que disait le camarade Gilet Jaune, croyant que l'intelligence est d'un côté et la pratique de l'autre. Non, c'est pas ça du tout. Ce qu'on peut faire de mieux, nous, c'est par rapport à notre travail, la seule justification qu'on peut donner pour parler. Moi, je me suis toujours tenu à cette déontologie. Je ne parle dans l'espace public que de questions sur lesquelles j'ai travaillé. Parce que c'est la valeur travail. C'est la valeur travail qui pourra me faire dire sur tel point, oui, j'ai une compétence supérieure à la vôtre parce que j'ai passé 2 ans, 5 ans, 10 ans à l'étudier. Mais ça ne veut pas dire, ça ne nie pas l'expérience ou toutes les autres formes de compétences qu'on peut avoir. Et donc simplement par rapport à ce qu'on veut dire, c'est quand on est sociologue ou historien et qu'un mouvement se produit, ce qu'on peut dire c'est oui, ce que vous faites, par exemple, s'inscrit dans une tradition, voilà, et on peut montrer aussi les contradictions qui ont pu se présenter. Je peux vous en prendre une, c'est que contrairement à une image un petit peu d'Épinal des luttes sociales, il y a toujours eu des divisions au sein des classes populaires. Donc quand on disait, il y a des clivages aujourd'hui entre, par exemple, les gilets jaunes et les classes populaires des quartiers, oui, c'est une réalité, mais elle n'est pas nouvelle. Si vous prenez même le Front populaire, c'est un mouvement qui est mené par le salariat, par la classe ouvrière, c'est un grand moment pour elle, mais il faut bien savoir qu'en 1936, statistiquement, la majorité des classes populaires n'étaient pas salariées. Vous aviez les paysans et beaucoup d'indépendants. La France, c'était un pays avec énorme... Et eux n'ont pas rallié comme ça spontanément. Une partie l'a fait, enfin je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà, c'était pas gagné. Il faut aussi... Il y avait alors le front antifasciste qui permettait de fédérer des gens parce qu'il y avait une crainte politique qui était la crainte que la France bascule dans le nazisme, voilà. Donc ça, c'était un élément très fort pour souder des gens qui pouvaient avoir des intérêts économiques contradictoires. Parce qu'il y a les intérêts économiques, mais il y a d'autres dimensions. Faut aussi, c'était ce qui était un peu dit d'ailleurs, je dirais, j'emploierais pas moi le mot métaphysique, mais peut-être d'autres niveaux. La dignité, effectivement, le respect de l'autre, enfin voilà, il y a des valeurs comme ça qui peuvent aussi permettre à des gens de se regrouper. Et j'étais d'accord aussi avec ce que disait François, quand on voit l'histoire de la gauche, les moments où la gauche a gagné, c'est quand elle a réussi à fédérer, disons, la composante sociale et la composante, je dirais, lutte pour les droits de l'homme, contre les discriminations. Par exemple, l'affaire Dreyfus, ça se solde comme ça. C'est Jaurès qui réussit à ramener le mouvement ouvrier du côté aussi de la lutte contre l'antisémitisme. C'était pas gagné non plus au départ. Et c'est cette alliance qui permet à la gauche, le front de gauche de l'époque, de l'emporter. 36, c'est la suite aussi du front antifasciste qui relie aussi donc ceux qui étaient les socialistes et les radicaux plutôt dans la frange défense des droits de l'homme, classe moyenne, etc., et le prolétariat, les classes populaires. Et en partie, la victoire de Mitterrand en 81, c'est aussi l'espoir d'une vie où les valeurs qui s'étaient exprimées en 68 étaient encore partie prenante. Donc ça, c'est un enjeu majeur qui doit nous permettre
de réarticuler la question sociale et les questions de lutte contre les discriminations. Parce que moi, je vois dans mon milieu, il y a un clivage au sein même des universitaires. Hein, et les gens, comme je le disais peut-être au début, je ne me rappelle plus, mais qui ont été les plus réticents, sont souvent des gens qui sont le plus engagés dans le combat contre les discriminations. Ça, parce que, voilà, il y a cette méfiance qui s'installe. Donc, c'est pour ça que moi je pense que le facteur fédérateur qu'on doit remettre au premier plan, c'est la question sociale. C'est à partir de la question sociale qu'on peut rassembler des gens qui peuvent avoir par ailleurs voilà, des désirs ou des engagements militants qui peuvent être différents en fonction de ce qu'ils subissent dans leur propre vie quotidienne. Mais en général, voilà, donc c'est ça qui est vraiment important et qu'il faut retrouver le chemin de ce discours que la gauche, faut bien le dire, la gauche, je dirais, de gouvernement, hein, à un moment donné, bon, depuis les années 80. Moi, je viens, vous savez, de Lorraine, de Longwy. Je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est la gauche qui a finalement achevé ce que la droite avait commencé, le plan de liquidation de la sidérurgie. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, comment voulez-vous que les classes populaires fassent confiance à cette gauche-là? C'est pas possible. Voilà. Non, juste pour compléter ce que disait Gérard Noiriel, l'absence des intellectuels a été critiquée, en tout cas des universitaires. Nous, dans nos milieux, l'absence du milieu artistique, du show business et tout comme ça, sur le mouvement des Gilets jaunes, c'était une catastrophe aussi. Parce qu'il y aurait eu besoin d'un coup de main, notamment les artistes populaires et tout, pour justement donner du crédit à ce mouvement. Et on voit les enfoirés, on voit tous ces gens-là qui sont prêts à se mobiliser sur des bonnes causes. Là, on est sur des questions de pauvreté, de répartition des richesses et tout, et ça a été la honte totale pour la profession. Et qui s'explique en partie, à mon avis, par évidemment que sur ce mouvement-là, il y a un regard, il y a un mépris de classe qui s'est posé sur les Gilets jaunes, mais il y a aussi un mépris intellectuel. Et moi, pour avoir entendu quelques réflexions dans les milieux que je peux côtoyer, même si je m'en tiens volontairement éloigné, c'était ça. C'était quand même un peu des incultes, des provinciaux et des bouseux qui tout d'un coup sortaient pour une question de gasoil. Et donc, du coup, les artistes, qui pourtant, normalement, sont censés être ouverts d'esprit, s'intéresser, regarder, on a pu constater un désintérêt total, et sans vouloir être plus dur. Et c'est vrai que ça se comprend aussi par l'individualisme qu'il y a dans ces professions, où le peu qu'on osait prendre la parole sur un sujet qui est quand même très 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 clivant, se sont retrouvés dans des situations exclues complètement de l'espace médiatique, et ils l'ont payé cher, quoi. Et donc du coup, c'est là aussi, dans ces milieux-là, pourtant des gens qui peuvent être des grandes gueules ou vus comme des grandes gueules, ont eu la trouille. Je citais hier l'exemple de Bégodeau qui, du jour où il a pris position pour les Gilets jaunes, n'a jamais été invité sur les plateaux de télévision. Donc on est quand même sur un sujet qui est quand même hyper clivant, et qui est clivant pourquoi? Parce qu'évidemment que les gens qui donnent accès aux médias, qui donnent accès à la parole, font partie de ces classes supérieures, éduquées, tout ça, qui se sont sentis complètement éloignés de ce mouvement-là et n'ont absolument pas évidemment voulu qu'il y ait de passerelles qui se fassent, quoi. Et c'est vrai que nous, avec François, sur ce moment-là, on s'est trouvé sacrément seul, quoi. Et étonnamment seul. Alors, heureusement, il y a eu l'appel des sous-marins jaunes pour ceux qui ont suivi, mais qui arrive en avril, quoi, fin avril, et qui sauve un peu l'honneur de la profession. Mais enfin, c'était quand même terrible à vivre en interne. Et bon, voilà, c'est tout ce que je veux. Après, par rapport à ce que tu disais, Gérard, l'union de la gauche, bon, je vais pas mettre en doute ta réflexion sur la question et tout ça. Après, c'est vrai que pour ces populations que nous on a rencontrées sur les Gilets jaunes et que je continue de voir par moment, honnêtement, l'association des partis, des machins comme ça, ils en ont rien à secouer, quoi. Mais et à mon avis, c'est pas que ça. C'est sûr qu'il y a une question sociale, des revendications communes. Mais par contre, où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, s'il y avait un groupe constitué, fort, identifié à gauche, ça a une façon, un pouvoir d'entraînement dans la société qui peut générer quelque chose. Mais l'association seule des partis, des choses comme ça, sur ces populations qu'on doit aller, qu'on doit toucher, qu'on essaye de toucher, j'ai peur que ça suffise pas, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est en creux, ça manque. C'est-à-dire, les gens ils disent pas je veux ça. Mais le fait qu'il n'y ait pas ça fait que ça ne va pas plus loin. L'histoire il y a un paradoxe. Le salariat en 1910, alors je parle sous ton contrôle parce que moi je n'ai pas travaillé l'histoire aussi longtemps que toi, mais en 1910, quand le Code du travail est écrit, il y a 3 millions de salariés à peu près en France. En 1936, le salariat est encore minoritaire. En 1945, il commence juste
à être majoritaire quand la Sécu et tout ça se met à plat, en 45. Et aujourd'hui, le salariat, c'est 90% des actifs, bon sang. Et alors, on perd, quand on a 90% des actifs, ce qu'on a gagné quand on était minoritaire et quand on avait 55% des actifs. Il y a quelque chose de paradoxal. C'est avoir une force sociale aussi énorme, avec tant de conquêtes, et de se les faire prendre aujourd'hui, c'est parce que nous sommes divisés. Et il ne suffit pas de répondre, unissez-vous à la base. Parce que si on dit on attend que la base nous pousse le derrière, il est parti François, mais je suis en train de lui répondre indirectement. Si on attend que la base nous pousse au derrière, je ne suis pas là pour opposer les têtes pensantes et les gens des ronds-points. Mais je pense quand même que ceux qui ont un peu de responsabilité politique et qui ont la parole, qui peuvent l'utiliser, ils doivent quand même montrer l'exemple de l'unité. Parce que sinon, on ne peut pas après dire aux gens, ça ne vous intéresse pas. Ça les intéresse pas parce qu'on ne sait pas non plus les intéresser. Et c'est pas une question de sémantique, c'est une question de dialectique entre les deux. L'unité, ça se fait à la base et au sommet, toujours. Et si on oppose l'idée de l'unité à la base à l'unité au sommet, on n'y arrive pas. Et donc c'est là dans la configuration dans laquelle nous sommes. 90% des actifs sont salariés. Le bas de ce salariat est en train d'exploser. Il a explosé. On en parle partout. Il y a 15 livres, 20 livres. Il n'y a pas celui de Farbiaz. On va à la FNAC. Il y a 25 livres sur les gilets jaunes. Tout le monde comprend que c'est quelque chose qui vous pousse au derrière. Mais il faut bien donc qu'en haut, il y ait quelqu'un qui réponde. Et il y a des gens qui sont en capacité, qui ont même l'obligation de répondre. Parce qu'eux, ils parlent, ils peuvent parler dans les télés, ils peuvent parler dans les... etc. Puis même si les partis, aujourd'hui, la gauche, c'est une mosaïque de 14 partis. 14 partis. Quand on se réunit à Paris pour une réunion unitaire pour faire un communiqué, vous avez 30 personnes autour de la table. C'est depuis 18 mois que ça dure comme ça. 2 par parti. Quand il n'y en a pas 4 pour plaire aux camarades verts, et quand il n'y en a pas 3 pour plaire aux camarades de génération, c'est pas le problème. Ouais, que ce soit une mosaïque, mais ça peut pas rester une mosaïque. Et quand il n'y a pas de réponse dans les bagarres en cours sur l'ISF, sur la retraite, sur etc., qui viennent de là, on ne peut pas se contenter de dire « Attendez, comme en 34, on va perdre nos retraites, poussez-nous le cul pour qu'on ne les perde pas. » L'initiative est bien politique, de même qu'elle est syndicale. Et elle va bien d'en haut, en même temps. Ouais, mais François. N'oublie pas, Gérard, quand même que... Enfin, on a vécu quand même quelque chose au mois de décembre où ça faisait... Enfin, moi, depuis que je suis né, j'ai jamais vécu un bordel pareil. Et que c'est la première fois que je vois un gouvernement qui a la trouille. Bien sûr. Ils ont eu la chiasse, quoi. Bien et ça, sûr. faut pas oublier. Et non seulement ils ont eu la chiasse, mais ça fait quand même depuis... Moi, que je peux être un peu militant, 30 ans qu'on va manifester. Quand on va manifester et qu'on gagne, c'est parce qu'on a moins perdu que ce qui était prévu. Que là, bon, ils ont peut-être pas gagné grand-chose, mais il y a quand même quelque chose de gagné. Moi, j'avais jamais vécu ça, donc n'oublie pas non plus la force du mouvement et qui est... C'est loin de moi de la non, contester. Mais je dis pour compléter ton intervention. Oui, parce que, par exemple, la fille de Lorient qui m'avait accueilli Gilets jaunes, elle m'a dit un truc très important. Je dis, quand est-ce que vous vous êtes mis en route? Elle me dit le 10 décembre. Jamais fait de politique avant le 10 décembre. Et elle dit, quand j'ai entendu ce qu'il disait, j'ai dit, je peux pas continuer comme avant. Et c'est vrai que le choc de la provocation, de la violence de ce système, et là aussi, il y a quelque chose. Parce que comment avons-nous pu toucher un mec comme Macron? Je veux dire, c'est le plus sale type qu'on pouvait avoir. Et il s'attaque à la destruction de la sécurité sociale. Les gens n'en parlent pas assez, c'est un budget de 498 milliards. Il veut le gommer pour le mettre dans le budget de l'État, qui n'en fait que 413. Mais quand il l'aura mis, ça sera panier percé pour tout ce qui viendra de la protection sociale. Les gens restent indifférents. Ah bah oui, il y a 2 budgets. Non, il y en a 3 d'ailleurs, celui des collectivités. Ils vont supprimer un des budgets dans ce pays et il n'y a personne qui réagit. Donc sur ce plan-là, c'est là que vient mon c'est pas, comment dirais-je, c'est pas un dogme, l'unité. C'est pas un mantra, on dit, c'est ça, c'est pas une récitation. C'est un besoin d'énergie vitale maintenant. Ce matin, on avait une discussion avec quelqu'un qui dit « Je suis pour un comité de liaison permanent entre les organisations. » Absolument, absolument. Mais comité de liaison permanent, c'est pas seulement pour discuter, parce que là, on est en 2019. Il y a les élections, alors, partout, dans toutes les villes, il en a parlé très bien, François, à Amiens. Mais vous lisez l'article du Monde à Marseille, vous voyez ce qui se passe à Toulouse, vous discutez sur Nantes, vous discutez sur Rennes, vous avez 2, 3, 4, 5 collectifs, tout le monde s'observe, et tout le monde peut être d'accord.
Et vous pouvez être sûr que s'il y avait un seul candidat, une seule candidature à Marseille, une seule liste, qui est à la fois basée sur la base et à la fois où les chefs commencent à la fermer un peu, parce que moi aussi je pense que les partis c'est chiant, ça fait 50 ans que je milite, et je sais que c'est chiant, mais essayez de vous en passer, essayez de vous passer d'une discussion pour faire une liste, parce que si vous ne faites pas à Marseille du temps pour arriver à faire une liste, si vous ne passez pas des heures pour la faire, vous ne l'aurez pas. Donc il y a les deux. C'est donner de l'enthousiasme à Marseille et de la métaphysique si on veut. Mais il faut en même temps discuter. Moi quand on me dit la discussion d'une liste c'est de la tambouille. Mais c'est de la tambouille magique. Vive la tambouille, c'est de la grande cuisine si on réussit. Et il faut bien faire de la grande cuisine, il faut faire de l'alchimie, il faut regarder les produits et il faut y arriver. Donc voilà les deux qui se marient à mon avis. Je retrouverai François une autre fois.